Ok, bonsoir à tout le monde. Je voudrais commencer par remercier la chaire qui a bien voulu me faire cet honneur de m'inviter à échanger autour de cette problématique des écoles coraniques dans le contexte de la crise sécuritaire Boko Haram. Donc, je dois dire que c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté cette proposition. Donc, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Je voudrais d'entrée de jeu dire que dans le cadre de mes recherches, je ne m'intéresse pas peut-être particulièrement aux écoles coraniques, mais je suis arrivé aux écoles coraniques dans le cadre des activités que j'ai menées avec les Nations Unies dans le cadre de leur déploiement humanitaire en réponse donc à la crise sécuritaire Boko Haram. Et dans cette mouvance-là, j'étais consultant en charge des questions de prévention de l'extrémisme violent. Et c'est de cette manière que je me suis retrouvé en train de travailler avec les écoles coraniques sur plusieurs projets. Et je voudrais me réjouir de la présence ici du professeur Henri Tourneau, qui est une très grande référence sur le Nord Cameroun. C'est un linguiste de référence et il a aussi travaillé beaucoup sur les questions d'éducation, les questions même d'école coranique. J'ai d'ailleurs exploité dans le cadre de la préparation de cette conférence l'un de ces textes. Je sais qu'il apportera des choses intéressantes dans le cadre des débats. Alors, ma communication porte donc sur les écoles coraniques dans le contexte de la crise sécuritaire Boko Haram au Cameroun, entre suspicions et réformes diverses. Je m'en vais vous présenter le plan de la présentation qui se décline autour d'une introduction et de 4 points, notamment des éléments d'ordre conceptuel et le contexte d'émergence des écoles coraniques. Le 2 porte sur les écoles coraniques dans les itinéraires d'apprentissage et les modes d'éducation, entre typologie et fonctionnement. Le 3, les écoles coraniques dans le contexte de la crise Boko Haram, entre droits d'accusateur et initiatives de reformation. Le 4, les enjeux et les perceptions des réformes des écoles coraniques. Et je finirai par une petite conclusion. Je dirais en guise d'introduction que depuis bientôt 2 décennies, la région du bassin du lac Tchad défraie la chronique en matière de violence avec les actes terroristes de la secte Boko Haram, qui est devenu le plus grand défi auquel justement les pays de cette partie de l'Afrique sont confrontés. D'abord au Nigeria, qui est le berceau de Boko Haram. Cette secte donc a fini par étendre ses tentacules hors de ce pays en direction d'autres comme le Cameroun, le Niger, devenant donc l'une des plus grandes menaces sécuritaires en Afrique subsaharienne. Et en termes de statistiques, les statistiques font état de près de 2,5 millions de déplacés internes, plus de 100 000 réfugiés nigérians au Cameroun, des dizaines de milliers de déplacés internes, des destructions matérielles et des pertes économiques qui se chiffrent à des dizaines de milliards pour chacun des pays touchés. Des dynamiques, dans le cadre des dynamiques diverses qui ont vu le jour en termes de réponse à cette crise-là, notamment la réponse militaire, la réponse humanitaire, avec donc l'implication des États, l'implication des organisations du système des Nations Unies, les ONG internationales, nationales et locales, qui travaillent donc sur des problématiques diverses et diversifiées sur le terrain donc, de la guerre. Si les actions initiées concernent les appuis multiformes aux déplacés, par exemple, aux réfugiés, aux communautés autres, les combats militaires sur le terrain, les renforcements des capacités des acteurs publics et la collaboration avec les administrations, les organisations de la société civile,
Il reste cependant que d'autres secteurs, à l'instar de celui des écoles coraniques, ont occupé une place de choix dans le déploiement humanitaire dans la région de l'extrême nord, frontalière du Nigeria et victime des attaques régulières de la secte Boko Haram. Alors, dans la mouvance des initiatives internationales en faveur de la prévention de l'extrémisme violent, on sait que depuis quelques années, il y a nombre d'actions qui ont été initiées au niveau international, au niveau du Conseil de sécurité, qui soulignent par exemple l'importance des mesures qui doivent être prises pour prévenir l'extrémisme violent qui peut donc déboucher sur le terrorisme. Il y a nombre d'initiatives, notamment le plan d'action des Nations Unies pour la prévention de l'extrémisme violent et nombre d'initiatives au niveau de l'Afrique, des projets initiés par le PNUD, des projets au niveau du bassin du lac Tchad et autres. Donc, au niveau international, au niveau même de l'Afrique, il y a donc un foisonnement d'initiatives autour de la question de prévention de l'extrémisme violent. Et justement, dans le contexte de la crise, des réponses à la crise, la question de l'extrémisme violent a occupé donc une place de choix. Et c'est justement dans le foisonnement de ces actions multiples qu'une attention particulière a été donc accordée aux écoles coraniques qui sont dans des cadres d'apprentissage particuliers qui foisonnent à travers la région de l'extrême nord du Cameroun, donnant lieu à une forme de reconfiguration de celle-ci qui avait des modes de fonctionnement sur lesquels très tôt un doigt d'accusateur a été pointé dans le contexte donc de la crise de Boko Haram, laquelle configuration est entourée d'enjeux et de perceptions multiples que nous abordons dans ce travail. Donc, en termes de questions, nous nous posons la question de savoir comment est-on arrivé à une reconfiguration des écoles coraniques dans le contexte de la crise de Boko Haram? Quels sont les facteurs et les acteurs à l'origine et quelles sont leurs initiatives? Quels sont les enjeux, les perceptions, pour quelles perspectives pour les écoles coraniques dans le dispositif des itinéraires d'apprentissage au Cameroun? L'objectif donc étant de mettre en exergue l'intelligibilité des dynamiques multiples et même multisectorielles dérivées de la crise sécuritaire Boko Haram et partant donc de toute la région du bassin du lac Tchad. Peut-être en termes de démarche méthodologique, cette réflexion s'appuie sur l'exploitation de la littérature ancienne et récente disponible sur l'islam, sur les écoles coraniques, les ouvrages, les articles, et même des rapports d'organisation, ainsi de suite. Professeur, excusez-moi, c'est qu'on ne voit pas vos diapositives changer. Donc, votre partage d'écran est figé sur la même diapositive depuis le début. Je voulais juste vous aviser là, avant que vous continuiez davantage. Désolée. Laurence, si jamais il peut vous laisser les documents, vous allez. Ça se fait? Donc, du point de vue de la méthodologie, donc, on a les éléments de la littérature, des entretiens, des interviews avec des maîtres des écoles coraniques. Ça va maintenant, je pense? Oui, c'est correct. Oui, des écoles coraniques, des leaders religieux, des responsables des organisations impliquées dans la collaboration avec les écoles coraniques, les autorités administratives, et même des enseignants-chercheurs, et notamment des observations diverses dans le cadre des activités, des projets portant justement sur la réforme des écoles coraniques où nous-mêmes, nous avions été impliqués, notamment dans les écoles coraniques pilotes à l'occasion des ateliers et d'autres activités qui ont été organisées donc, en faveur de ces structures
d'encadrement. Alors, je vais aborder dans le grand 1. Je crois que vous le voyez très bien, les éléments conceptuels et le contexte même d'émergence des écoles coraniques au Cameroun. Alors, dans un premier temps, je parle de la crise sécuritaire. Cette crise sécuritaire ici renvoie à cette période de la trouble, marquée par des bouleversements tous azimuts provoqués par la secte islamiste terroriste Boko Haram, qui multiplie des incursions répétées à travers les pays comme le Cameroun, le Nigeria, le Niger et le Tchad, avec des modes opératoires des plus terrifiants, notamment des assauts répétés dans les villages et villes avec des destructions des infrastructures publiques, des lieux de culte, des habitations dont des villages entiers incendiés, des tueries, blessures et atteintes sauvages à l'intégrité physique des personnes, des pillages des biens, des animaux et autres ressources, des attentats kamikazes, la pose des explosifs dans les lieux publics et les voies de communication, des menaces régulières à travers des prêches, des la prise des milliers de personnes, dont les hommes et des femmes en otage. Donc voilà un peu ce que je mets dans le registre crise sécuritaire, avec donc la secte Boko Haram comme l'acteur principal. Boko Haram donc est un groupe sunnite pour la prédication et le djihad, plus connu sous le nom de Boko Haram, qui est un mouvement insurrectionnel et terroriste d'idéologie salafiste djihadiste, formé en 2002 à Maïdougouri par le prédicateur Mohamed Youssouf. Le groupe est à l'origine une secte qui prône un islam radical et rigoriste, hostile à toute influence occidentale. En 2009, Boko Haram lance donc une insurrection armée dans laquelle donc, son leader Mohamed Youssouf trouve la mort. Et en 2010, c'est Boubacar Shekau qui prend donc la tête du mouvement qui devient véritablement un groupe armé qui se rapproche donc des thèses djihadistes d'Al-Qaïda puis de l'État islamique. La secte prône un renouveau sociétal islamique avec l'application de la charia et la mise en place d'un grand califat comme ceux de la période précoloniale et surtout le rejet de la civilisation occidentale dont l'école moderne est l'un de ces éléments importants. D'autres traduisent même Boko Haram par non à la civilisation et à l'école occidentale qui doit être remplacée systématiquement par l'école coranique. C'est correct? Est-ce que tout va bien? OK. Alors, je continue avec dans école coranique, comme son nom l'indique. Une école coranique est une institution vouée principalement consacrée donc à la formation des enfants, qui portent donc des enfants musulmans sur la mémorisation du Coran et de la langue arabe et l'acquisition des rudiments de sciences islamiques sous la tutelle d'un maître ou d'une maîtresse, appelée donc maître ou maîtresse d'école coranique, avec donc chaque discipline étant plus ou moins développée selon les écoles. Et là, j'emprunte ça à Henri Tourneux et d'autres, dont une école coranique est donc, a pour objectif d'initier, de former, d'accompagner l'enfant musulman dans l'acquisition des rudiments en termes de connaissance de la religion. Et voilà l'école coranique. Donc, l'école coranique ici au Cameroun, bon, je n'ai pas besoin de parler trop du Cameroun, qui est ce pays d'Afrique centrale que vous connaissez. Et là, dans le cadre de cette étude-là, nous nous intéressons davantage à l'extrême nord, qui est quand même la région la plus touchée par les assauts répétés de la secte Boko Haram, qui a fait en sorte que l'essentiel des échanges
économique dans cette région qui est frontalière avec le Nigeria, avec donc des mêmes peuples qu'on retrouve de part et d'autre de la frontière, avec aussi une forte influence culturelle du Nigeria, notamment en matière d'islam, dont la plupart des réformes au Nigeria influent sur l'extrême nord, sur le nord et même sur la région de l'Adamawa. Alors, voilà une carte de la région de l'extrême nord que je partage. Je crois que vous la voyez bien. Oui. Donc, on peut voir, on a le Cameroun ici, on a la région de l'extrême nord. On peut voir comment est-ce que cette région-là partage une longue frontière avec le Nigeria, notamment dans ces départements du Mayo-Tchanaga, le département du Mayo-Sava, le Logon et Chari, qui sont donc principalement les départements les plus touchés par la secte Boko Haram, qui de manière récurrente lançait donc ces assauts. Vous voyez la proximité, où on retrouve de part et d'autre souvent les mêmes peuples, des mêmes familles qui ont été divisées donc par le tracé de la frontière coloniale. Donc, vous comprenez pourquoi est-ce que la région de l'extrême nord a été donc est la plus victime donc des attaques de la secte Boko Haram. Alors, en termes donc de contexte d'émergence des écoles coraniques au Nord Cameroun, il faut dire que l'islam s'étend en Afrique subsaharienne à partir peut-être depuis le XIe siècle avec la conversion à l'islam du 10e roi du Kanem qui règne entre 1086-1097. Bien d'autres dont communautés du Nord comme les Kotoko, les Arabes, les Kanouris, les Mousgoum pratiquaient déjà l'islam avant le 19e siècle. Parce que justement, le 19e siècle constitue un tournant important qui va voir à travers le Nord Cameroun lancer le mouvement du djihad à partir de Sokoto avec Ousmane Danfodjo, qui est un lieutenant, Ousmane Danfodjo, dont le lieutenant Modibo Adama va donc diriger une campagne vers le Fombina et fonde donc l'émirat Peul de la Damawa. Et ce mouvement donc c'est ce mouvement-là qui va toucher donc l'ensemble du Nord Cameroun, où il y avait des royaumes, il y avait des peuples qui étaient là et qui n'étaient pas musulmans, qui n'étaient pas musulmans. Et c'est ce mouvement-là, un mouvement davantage violent, qui va donc soumettre ces peuples-là, favorisant donc la diffusion de l'islam dans ces régions-là. Cela va donc bouleverser l'ensemble de la région, provoquant donc des fuites et des mouvements migratoires forcés des populations qui étaient déjà là, qui furent donc défaites par le djihad, faisant de nombre d'entre elles des vassaux, des conquérants qui vont donc devenir des maîtres des lieux, qui vont donc mettre en place de nouvelles entités politiques, notamment les lamidas. Dans le cadre de cette révolution culturelle, de cette révolution religieuse, l'islam donc devient non seulement un instrument religieux, mais aussi surtout politique au service de l'organisation, de la gestion de la cité. Et c'est désormais donc l'éducation islamique et la culture qui l'entourent qui ont le vent en poupe. Les écoles coraniques commencèrent donc à être créées pour former et vulgariser donc la religion du prophète Mohammed par le biais des savants locaux formés ou ceux venus d'ailleurs, notamment de l'émirat de la Damawa ou des zones situées sur les cendres du grand empire du Kanem-Bornou pour vulgariser donc le savoir islamique dont la connaissance du Coran est l'un des aspects les plus importants. Apparurent donc les premières écoles coraniques autour de l'Amida, autour donc des maisons des grands dignitaires musulmans et surtout des mosquées qui commencèrent donc à être créées.
Et donc, à côté donc, des écoles modernes arrivées avec la colonisation, se trouvent donc à travers le Nord Cameroun les écoles coraniques qui constituent donc des cadres d'apprentissage et d'éducation à la vie islamique et qui occupent donc une place de choix dans la formation du jeune musulman et de son intégration dans sa communauté. Alors, quand nous parlons d'école coranique, il faut donc savoir qu'il y a plusieurs types d'écoles coraniques au Nord Cameroun. Il y a donc les écoles coraniques traditionnelles qui sont centrées sur la mémorisation du Coran et l'acquisition des rudiments des sciences islamiques, comme je le disais tantôt, qui généralement sont intégrés dans les enclos, dans les sarrés, la maison dans un coin de la maison du maître. Les élèves sont regroupés dans le Djaoulaourou, ça c'est le professeur Tourneau qui dit, où ils ont donc des petites planchettes qui leur permettent donc d'écrire. Donc, il n'y a pas véritablement de mobilier pour le maître, si ce n'est la chaise. L'enseignement donc peut se faire dans la cour, à l'ombre d'un arbre, à côté d'un coin de la maison ou à côté d'une mosquée. Une école, c'est une école de proximité et généralement, on y accède facilement. Là, ce n'est pas éloigné des habitations et les enfants peuvent y aller donc rapidement. Donc, dans ces écoles-là, dans ces écoles traditionnelles, on a des écoles coraniques fixes et on a aussi les écoles coraniques mobiles. Donc, les écoles coraniques fixes sont davantage localisées à travers les villes, on a des écoles coraniques qu'on connaît, qui sont localisées quelque part et où les parents donc envoient leurs enfants qui, soit le matin, soit le soir, peuvent donc aller pour apprendre donc auprès du maître. Il y a les écoles coraniques qui davantage sont des écoles dont les maîtres migrent de localité en localité, de pays en pays, en compagnie donc de leurs apprenants. Ils peuvent donc partir du Tchad pour entrer au Cameroun, passer peut-être un mois dans un village, puis ils vont partir dans un autre village et puis aller dans un autre département, aller dans un autre pays. C'est ce qu'on appelle les écoles coraniques mobiles ou les écoles coraniques itinérantes qui, à la veille de l'avènement de la crise Boko Haram, étaient nombreuses à travers surtout les départements comme le Mayo-Sava et le Logone Echari, venus davantage donc du Niger, venus davantage donc du Tchad. Donc, à côté donc des écoles coraniques traditionnelles qui sont donc de deux types, on a aussi donc des écoles coraniques modernes, les écoles franco-arabes ou qu'on appelle les madarasa publics pour la plupart, qui sont donc mixtes avec un enseignement en langue arabe du Coran, des sciences islamiques. Et à côté aussi, il y a donc un enseignement avec les matières. On enseigne le français avec donc les matières qu'on connaît depuis le cycle fondamental jusqu'au cycle secondaire. Donc, d'un côté, on apprend l'arabe et un peu du Coran et autres. Et à côté, donc, c'est une école un peu mixte, école franco-arabe. Donc, ce sont donc ces écoles-là qui sont davantage, qui ont été souvent portées par les courants réformistes, qui privilégient les sciences islamiques et la langue arabe. À travers le Nord Cameroun, à un certain moment donné, justement, on avait donc nombre de ces écoles-là. Je crois que beaucoup ont disparu, mais on a encore des collèges, par exemple, les collèges islamiques et ainsi de suite, ainsi de suite. OK. Alors, comment fonctionnent donc ces écoles-là? Généralement, les écoles coraniques recrutent sur le tas, sans aucune condition préalable. Les enfants sont envoyés par les enfants généralement entre l'âge de 5 à 6 ans. Et globalement, on peut retrouver les enfants de 6 ans et l'âge peut aller jusqu'à 15 ans dans les écoles coraniques. Et on a donc les enseignants qui sont de deux catégories. On a d'un côté les maloum et de l'autre côté les modibo. Les maloum qui renvoient donc à des personnes qui ont achevé la lecture du Coran ou l'écriture
de tout le Coran. Et après ça, un maloum peut ouvrir une école coranique. Et à côté d'eux, il y a ceux qui sont plus avancés, notamment les modibo, qu'on peut appeler les docteurs de sciences islamiques, qui ont été d'abord des maloums et qui ont approfondi leur connaissance et pour donc être de véritables docteurs des sciences islamiques. Donc, je cite là toujours le professeur Tourneux qui dit, qui dit que qui emprunt à Saint-Zanter pour dire que ce sont surtout les ouvrages anciens au caractère extrêmement conservateur qu'étudient donc les modibos au cours donc de leur formation. Donc, comment je vais dire, ces deux catégories qui sont au centre donc, des écoles coraniques pour dispenser le savoir en matière d'islam. La langue d'enseignement, c'est donc l'arabe ou bien des bribes d'arabe dans la population de Malou et les modibos qui sont davantage plus avancés. Donc, en termes de niveau d'enseignement, on a l'enseignement élémentaire et l'enseignement complémentaire. Et au niveau élémentaire, l'élève doit donc savoir lire et écrire le Coran sans compréhension aucune et sans effort. Maintenant, il doit mémoriser le Coran de la première sourate et toutes les dernières, dont les brèves, qu'on récite dans les prières. Donc, ça, c'est le cycle élémentaire. Et là, il y a aussi le cycle complémentaire avec l'apprentissage de l'arabe et l'introduction à la compréhension du Coran, accession à diverses autres sciences comme la théologie, le droit, l'histoire, les mathématiques. Donc, c'est un peu un autre niveau supérieur au niveau complémentaire. Donc, pour dire rapidement, en termes de fourniture, on a des planchettes, vous savez, des petites tablettes sur lesquelles les élèves écrivent généralement, utilisant donc de l'encre qu'on appelle dawa, avec donc, faite donc à base de l'eau, de chrome arabique et de charbon, contenu dans un encrier fait traditionnellement. C'est un matériel qui est fabriqué traditionnellement. Et en termes d'horaire, le cycle élémentaire, généralement, on y va le matin pour passer quelques heures et on revient pour passer encore un peu de temps et revenir le soir. Et ce n'est pas la même chose avec le cycle complémentaire. Mais à ce niveau, il faut dire que les horaires varient parce qu'on a une population des élèves qui va essentiellement à l'école coranique, qui ne fréquente pas les écoles modernes, et d'un autre côté, on a les élèves aussi qui, par exemple, avant d'aller le matin à l'école, dans les écoles formelles, viennent d'abord apprendre le Coran, ou bien ils vont revenir donc le soir auprès du maloum pour apprendre donc tout ce qui est relatif donc à la connaissance du Coran et tout le reste, quoi. Donc, je tiens à préciser que dans certaines localités comme le Logon et Chari, le Mayo Sava et autres, on retrouve beaucoup d'enfants qui ne vont pas du tout dans les écoles formelles, mais qui ne fréquentent que les écoles coraniques. Il en est donc de même de ces écoles, de cette catégorie que j'ai appelée, qui va donc dans les écoles coraniques itinérantes, qui n'a pour formation que dans ces écoles. Donc, globalement, tout le niveau élémentaire se passe en alternant copie et lecture du Coran, le tout sans la moindre compréhension, la mémorisation des 12 brèves sourates. L'élève n'a donc pas l'occasion d'interroger le maître sur quoi que ce soit, et la seule chose qu'on attend de lui est qu'il reproduise fidèlement un modèle graphique et sonore. Chacun donc progresse à son rythme, et on sait que dans les écoles coraniques,
il faut préciser que la discipline est de rigueur et parfois la chicotte est de taille. Et en termes de coûts, généralement, il n'y a pas quelque chose à payer véritablement, mais néanmoins, on peut de temps en temps aider le maître dans les tâches quotidiennes, aider son épouse à aller travailler dans son champ. Les parents peuvent le gratifier parfois avec un peu d'argent ou bien lui offrir des vêtements, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui fait que la condition de maître coranique est une condition précaire, parce que derrière ça, on n'a pas d'avantage, on ne gagne rien. Ce qui fait que l'une des activités encouragées autour des écoles coraniques, c'est la mendicité. Donc, nombre d'élèves des écoles coraniques ont pendant la journée un moment où ils sont déversés comme ça à travers les villages, à travers les villes avec des petites tasses pour mendier auprès des individus, mendier la nourriture, mendier des pièces d'argent. Ils vont de lieu public en lieu public. Et dans les départements que j'ai évoqués tantôt, Logon-Ishari et Mayo-Sava, on retrouve comme ça dans la rue beaucoup d'élèves des écoles coraniques qui vont donc mendier à travers donc, les artères de la ville pour rapporter ça auprès du maître. Donc, et en termes de débouchés, il faut donc dire qu'excepté ceux qui fréquentent dans les écoles modernes concomitamment, l'école coranique n'offre pas de débouchés, si ce n'est devenir peut-être également maître d'école coranique ou bien imam de mosquée. Ce qui fait que dans la plupart des enfants qui ont pour seule éducation cette école sont condamnés au chômage sans perspective d'insertion socio-professionnelle, ce qui constitue un véritable problème. Quand on sait que même les diplômés en sciences islamiques qui ont fait des études parfois dans les pays arabes et qui reviennent ont les mêmes difficultés d'insertion socio-professionnelle, ce qui fait en sorte que parfois ils sont frustrés et cela fait des candidats à la radicalisation et exposés donc à l'extrémisme violent. Alors, après donc avoir présenté donc tous ces écoles coraniques-là dans leur spécificité, dans les modes de formation, en termes de maîtres coraniques et leur profil, en termes de débouchés et autres, j'aborde donc maintenant les écoles coraniques dans le contexte de la crise Boko Haram, entre donc droit d'accusateur et initiative donc de reformation. Alors, docteur, oui. Peut-être on peut se diriger vers la conclusion. Il nous reste environ 5 à 10 minutes comme ça. Alors, je vais donc aller rapidement. Dans le cadre donc, de la crise Boko Haram, et à côté donc des activités, à côté donc de l'humanitaire, il y a donc très tôt, on a pointé un droit d'accusateur sur les écoles coraniques, vues comme des niches de radicalisation et des études ont démontré que Boko Haram a davantage recruté parmi ces adeptes des élèves des écoles coraniques. Donc, c'est ainsi que par rapport à cette situation-là, les organisations du système des Nations Unies ont initié une plateforme de collaboration donc, avec les leaders religieux, les maîtres des écoles coraniques. C'est ainsi que à travers des ateliers et autres, on a donc initié on a pris nombre d'initiatives qui ont consisté donc à établir un cadre de dialogue, à aller donc vers la formalisation des écoles coraniques en créant un rapprochement entre les autorités locales et les maîtres des écoles coraniques. Maintenant, on a également, en concertation toujours avec, on a structuré les écoles coraniques en association des maîtres des écoles coraniques, dont on a comme ça 10 associations de maîtres des écoles
coraniques dans 47 municipalités pour engager dans un dialogue avec eux. Maintenant, on a également, sous l'initiative des Nations Unies, des organisations comme le PNUD, UNFPI, l'UNICEF et tout, on a facilité donc la scolarisation, encouragé la scolarisation des écoles coraniques pour que ceux qui fréquentent les écoles coraniques puissent en même temps aller vers les écoles modernes. C'est ainsi qu'on a procédé à l'établissement des milliers d'actes de naissance aux élèves des écoles coraniques. On a également mis en place des projets, des programmes d'alphabétisation des élèves et maîtres des écoles coraniques, notamment pour les former aux petits métiers dans le cadre donc, des activités génératrices des revenus. Là, j'ai quelques images que je voulais... Je ne sais pas pourquoi ils n'apparaissent pas. J'ai quelques... OK, quelques... Oui, ça, ce sont les activités qui ont été initiées. Et là, ça, c'est un champ communautaire. On a regroupé les maîtres des écoles coraniques qui font des chants communautaires. Maintenant, on a élaboré, ça c'est un aspect très important, on a donc élaboré des nouveaux supports pédagogiques, notamment sur l'éducation à la citoyenneté, l'insertion socio-professionnelle. C'est une véritable innovation, dont des manuels où, à l'intérieur duquel les questions de prévention de l'extrémisme violent, de citoyenneté, de prise en charge des jeunes vulnérables exposés à l'extrémisme violent ont été donc élaborés, et on a renforcé des capacités des maîtres des écoles coraniques pour l'appropriation de ces manuels-là. On a en même temps élaboré, voilà un peu, je partage avec vous. Vous voyez ces manuels-là. Il y a plusieurs manuels comme ça qui ont été élaborés. Vous voyez, voilà, tout ça, c'est sur les écoles coraniques, enrôler les écoles coraniques vers les écoles formelles, guide de prise en charge psychosociale. On a contenu de prise en charge psychosociale des jeunes à risque, notamment dans les jeunes des écoles coraniques. Il y a eu à côté donc de ça, il y a eu aussi des formations sur la promotion du vivre ensemble, le dialogue interreligieux et surtout donc la formation des maîtres des écoles coraniques à les messages de tolérance, de non-violence, du vivre ensemble, pour qu'ils puissent donc insérer ça dans les enseignements au niveau donc des écoles coraniques. Donc, il y a eu comme ça nombre d'initiatives autour avec la révolution des innovations en termes de manuels, en termes de guides, en termes de renforcement des capacités sur les questions de prévention de l'extrémisme violent, la tolérance interreligieuse, la non-violence, le vivre ensemble, et tout cela donc donne un visage, a donné donc un visage nouveau à l'école coranique. Et on peut voir là ces ateliers, comment je vais dire, ces ateliers de... Oui, ça c'est une image, oui, avec USAID qui a fait nombre aussi, qui a un nombre d'activités autour de ces écoles, autour des écoles coraniques. Bon, rapidement, en termes d'enjeux, il faut dire que l'incursion des acteurs multiples, notamment internationaux, a placé l'école coranique au centre des préoccupations et des actions, permettant donc de le passer au scanner dans un premier temps. Les initiatives initiées ça et là ont permis non seulement de stopper l'anarchie qui semblait s'être installée, mais aussi dans la création des écoles coraniques, mais aussi et surtout de l'inscrire dans une mouvance d'assainissement
pour un rôle plus important dans la société. La révolution ainsi amorcée a considérablement changé la philosophie même de ce mode d'éducation, avec surtout l'introduction de nouveaux modules, notamment les modules de citoyenneté, les modules relatifs à l'insertion socio-professionnelle, faisant de l'école coranique non plus seulement une affaire tournée vers l'enseignement des choses spirituelles qu'on appelle le dîner, mais aussi l'enseignement du monde, les choses du monde dans lequel vivent les hommes. On a assisté donc à une forme d'instauration, une forme de flexibilité des acteurs, notamment les maîtres des écoles coraniques, qui se sont rendus compte de la nécessité de s'adapter à la nouvelle donne proposée dans un climat non pas de force, mais de collaboration et de mutualisation des visions. Ces initiatives nombreuses ont permis donc aux autorités de comprendre la nécessité d'avoir un regard et d'encadrer les écoles coraniques pour éviter donc d'éventuels dérives. Et si cette dynamique a été enclenchée, il reste quand même qu'elle doit continuer à être appuyée avec des moyens peut-être plus importants pour le rendre efficace et surtout durable, même si bon nombre d'acteurs aussi ont une perception plutôt mitigée. Certains parlent de la dénaturalisation de l'école, quelqu'un parle même de la caricature avec une forme de surenchère autour des écoles coraniques qui, pour, comment je vais dire, ces personnes davantage conservateurs là, pensent que les écoles coraniques n'ont en réalité pas de gros problèmes. Alors, pour conclure rapidement, je voudrais dire que la crise sécuritaire Boko Haram a donné naissance à des dynamiques multiples au rang desquelles l'école coranique, dont les problèmes ont été, dans un premier temps, passés au scanner, les écoles coraniques étant prises comme des niches de recrutement de la secte Boko Haram. Tout cela a permis donc de l'inscrire dans une mouvance révolutionnaire, tant pour les apprenants que pour les maîtres et maîtresses, avec donc des nouvelles façons d'enseigner et de projeter l'après-formation, avec donc tout ça en rapport donc avec la prévention de l'extrémisme violent. Je dis ici que bon gré, mal gré, l'école coranique est entrée dans ce que certains auteurs appellent donc la globalisation de la prévention de l'extrémisme violent, dont les Nations Unies ont initié à travers donc, les initiatives auxquelles j'ai tantôt fait allusion, notamment le plan d'action des Nations Unies et tout le reste. Et il faut donc, je voudrais conclure en disant que dans une région traversée par les extrémismes qui la dévastent, ces initiatives, malgré les critiques de certains observateurs beaucoup plus conservateurs, semblent être plutôt d'un grand intérêt pour la stabilisation et la prévention durable des extrémismes, pourvu que ces actions entreprises soient mieux accompagnées, mieux encadrées, avec donc des investissements conséquents pour une réelle pérennisation. Donc, je voudrais m'arrêter ici en vous remerciant. Oui, vraiment, merci, docteur, pour cette... Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Merci. Oui, juste maître de conférence, docteur Ouassoni a pu nous présenter dans sa conférence, comme nous venons d'écouter, les portraits de ces écoles-là en Afrique subsaharienne. Il a présenté une école et ses valeurs, régime pédagogique et projets éducatifs que ces écoles-là avaient ou ont pour les sociétés africaines. Mais aussi, dans sa présentation, on a pu constater aussi une dose de guerre civilisationnelle quand on entend que ces écoles-là veulent s'opposer à tout ce qui est occidental. Donc, en quelque sorte, il y a un message là-dedans aussi. Mais aussi, les solutions
proposer quand on se voit vraiment obligé de se diriger vers une sorte de formalisation de ces écoles-là, les intégrer professionnellement, ce qui signifie que peut-être la plupart des crises que nous vivons au monde aujourd'hui, si la dose d'oisivité s'éloigne, peut-être on pourrait en trouver des solutions. Donc, cela étant dit, Dr Wassouni, merci encore une fois pour cette brillante présentation. Avant toute autre chose, j'aimerais bien souligner que du 1er au 3 juin aussi, il y aura une conférence à Yaoundé qui porte à l'Institut des relations internationales sur insurrection islamiste, terrorisme et sécurité en Afrique subsaharienne, le cas du Cameroun. Donc, cela étant dit, vos questions sont les bienvenues. Donc, voilà, merci. Sayouba, il y a ma main en l'air. Oui, tu as la main en l'air. OK, oui, docteur Minaté. Merci François. Très intéressante présentation. Je me suis retrouvé dans le parcours de ta présentation parce que ma thèse en histoire a porté sur la question également, mais seulement dans le contexte ivoirien. Parlant de réformes apportées aux écoles islamiques au Cameroun, je vois qu'il y a un parallèle qu'on peut faire aussi avec cette dynamique qu'on voit aussi bien en Côte d'Ivoire et peut-être même au Sénégal. Et il y a, bien qu'il y ait des avancées en termes d'intégration de certaines écoles, notamment les médersa, il y a encore de la résistance au niveau des écoles coraniques traditionnelles, dont on ne trouve pas encore de passerelle parce que les formes d'éducation, toutes les dynamiques sociales derrière ces écoles-là, on n'arrive pas à les inscrire dans une dynamique normale, comme on serait tenté de le dire. Par exemple, chez nous en Côte d'Ivoire, il y a des localités où, si tu n'as pas été formé dans ces écoles-là, tu n'as pas, en fait, tu n'es pas autorisé à exercer un certain nombre d'activités telles que être imam de la grande mosquée ou bien bénéficier du titre de Karamogo, par exemple. Donc, ce sont des écoles qui, à la base, offrent un espace de socialisation dans ces milieux-là. Et jusque-là, en Côte d'Ivoire, actuellement, la réforme qui a permis d'intégrer un certain nombre de médecins n'arrive pas à trouver une passerelle pour pouvoir intégrer ces écoles-là. Quelle est la situation au niveau du Cameroun? Parce que dans votre présentation, vous avez parlé des écoles coraniques traditionnelles. Quelle est la situation au niveau de l'intégration? Juste, docteur, peut-être on va prendre les deux questions et puis on verra par bloc, ça serait encore mieux pour nous. Oui. Il y a M. Henri qui est... Il y a une seconde question qui oui, Henri Tourneau. Vous êtes le bienvenu. Je n'ai pas encore fini. Tu n'as pas encore fini? La question n'est pas encore terminée? Non, ce n'est pas encore fini. C'est la première question. Il y a une deuxième. Désolé, on vous laisse. Oui. OK. Pendant la période coloniale, on a constaté qu'il y avait un projet de sécularisation de ces écoles-là au niveau du Cameroun. Et qu'à cet effet, il avait été créé l'école des chefs. Voilà, l'école des chefs qui avait été créée et tout. En principe, quand on regarde le modèle un peu, c'était un peu ces écoles type médersa qui avaient été créées. Mais ma question, c'est quelle a été la suite donnée à ce projet colonial-là, puisque 60 ans après, on se retrouve dans ce même type de projet en fait. Est-ce que l'État du Cameroun sous Ahidjo a continué la politique de l'école des chefs ou bien il y a eu une rupture et compte tenu voilà, des faiblesses du système, on retourne à la politique qui avait été initiée sous la période coloniale. Maintenant, la troisième, c'est une observation. Tout à l'heure, vous avez parlé que l'enseignant coranique n'était pas un emploi, tu vois, qui permettait aux responsables de bien gagner sa vie. Mais au fait,
cette question même est liée à la sociologie même de ces écoles-là. À la base, ces écoles ne sont pas faites pour bien gagner sa vie. Non, l'enseignant coranique, lui, il recherche la satisfaction de Dieu. Ça, c'est à la base. C'est pourquoi dans les écoles coraniques traditionnelles, la fonction, le travail, ce travail n'est pas payé par les parents. Quand les parents envoient les enfants, ils en font un don au maître. C'est pourquoi cette fonction est restée comme ça, gratuite. Maintenant, on est dans un environnement qui a beaucoup changé, où aujourd'hui, on ne vit pas exclusivement de la terre, ou bien de la cueillette, ou bien de la pêche. On se retrouve dans des espaces urbains qui demandent aux gens de payer la maison, de payer la facture, de payer un certain nombre de choses. Et du coup, la fonction de mendicité, qui était un pan des activités de formation des élèves, parce que la mendicité était perçue comme une éducation à la discipline, une éducation à la résilience. Et dans ce contexte de changement de contexte d'un environnement et tout, cette activité de mendicité-là est devenue une source de finances pour ces enseignants. Et du coup, ça pose problème et on s'est retrouvé dans un débat de la question des talibés. Sinon, à la base, ce n'est pas un problème. Ce sont les dérives de la société. Merci. Merci. Merci, Dr. Binaté. Oui. Donc, oui, Monsieur Tourneau. Tourneau. Bon, je vais réagir en tant que linguiste d'abord. François, tu établis un lien entre Boko Haram, l'appellation, et la langue yoruba. Ça n'a strictement rien à voir. Boko Haram, Boko, c'est un mot Haoussa, et Haram, c'est un mot arabe qui signifie tabou, interdit. Hein? Donc, il faudra supprimer ça de ton texte et je vais te communiquer un article du professeur Paul Newman qui a très bien établi l'étymologie de ce Boko. Certains disent que Boko vient de l'anglais book, mais ça n'a rien à voir, c'est tout à fait différent. Et ça veut dire simplement l'école de type occidental est interdite, le sens de Boko Haram. Ensuite, un petit détail historique, tu dis que les Mousgoum étaient musulmans dès le 19e siècle. C'est entièrement faux. Les Mousgoum, même maintenant, même il y a 100 ans, il y a 50 ans, ils n'étaient pas tellement musulmans. Hein. Donc, il faudra revoir ça. Et tu te souviens que tu m'avais fait venir à une réunion à Maroua dans le cadre de soit de l'UNICEF ou du PNUD, je ne me souviens pas. Et j'avais déjà émis des doutes sur les fameux manuels que vous avez fabriqués, bilingues français-arabe. En effet, dès qu'on dit école coranique, on dit arabe, etc. Or, l'arabe du Coran, personne ne le comprend, sauf les modibés qui ont étudié énormément. Et l'arabe de ces manuels-là, c'est l'arabe moderne que personne, absolument personne, ne connaît ni ne comprend, sauf quelques-uns qui ont fait leurs études au Soudan, en Libye ou peut-être au Proche-Orient. Donc, ces manuels ont une valeur symbolique, on voit qu'ils sont écrits en arabe, mais n'ont aucune efficacité pratique puisque les maîtres d'école, à 99%, sont incapables de les comprendre et les élèves n'en parlent pas. Donc, tu vois, j'avais dit qu'il fallait faire une réflexion spécifique sur la langue à utiliser dans ce cadre des écoles coraniques. Si on veut toucher les élèves, il ne faut pas leur fournir des ouvrages qu'ils ne peuvent pas comprendre. Voilà, bon, c'est tout ce que je voulais te dire, François. Merci. Alors, Dr. Wassouni. OK. Vos réponses, commentaires. OK. Merci, merci beaucoup. Vous me suivez? Oui. Merci. Je vais peut-être commencer par le professeur Tourneau. Par rapport à, je dis Boko Haram, je dis que je ne voudrais pas rentrer peut-être dans les, j'ai davantage utilisé, comment je vais dire,
la traduction populiste. C'est pour ça que je n'ai pas voulu mettre même ça, comment je vais dire, entre guillemets, quelque chose comme ça. On a interdit, comment je vais dire, entre interdiction et tout, on traduit ça généralement pour dire que non, la civilisation occidentale est haram, l'école occidentale est haram, ça veut être interdit en fait. Donc, là, ce n'est pas un travail de, comment je vais dire, c'est pas un travail, je n'ai pas voulu rentrer dans les débats terminologiques parce que je ne sais pas grand-chose de ce côté-là. Maintenant, par rapport à peut-être les Mousgoum, je pense qu'il y avait quand même des Mousgoum qui étaient islamisés avant le djihad, je pense. Il y a nombre de travaux qui le disent, Mousgoum, Mandara et d'autres qui avaient connu l'islam, non pas avec le djihad, mais bien avant. Peut-être que la frange est moins importante, mais il y a quand même quelques travaux d'historiens qui le signalent. Je voudrais bien que tu donnes des références là-dessus parce que pour moi, ça reste totalement invraisemblable. Tu n'as qu'à lire Nartigal et tout ça. Il ne cite jamais un Mousgoum qui soit musulman à la fin du 19e siècle, dans le dernier quart du 19e siècle. Donc, si au dernier quart du 19e siècle, il n'était pas musulman, au milieu du 19e siècle non plus, tu vois. Ou enfin, disons, je voudrais là-dessus que tu précises avec des références et que tu fouilles un peu. Si vous me permettez, M. Wassouni. Oui. Personnellement, je pense quand même que dans ce type de références-là, dans les documents arabes, vous allez trouver ça, beaucoup de documents qui font référence que cette région. Et d'ailleurs, le colon a très souvent traduit ces documents arabophones vers le français. Vers le 19e siècle, on a ces documents. Quand on regarde au 11e siècle, 12e siècle, 17e siècle, on a beaucoup de documents, vraiment des manuscrits arabes, vraiment qui abordent ces questions-là. Mais cela étant dit, on n'est pas sur ces thèmes-là pour le moment. Donc, peut-être, oui, on pourrait avancer pour d'autres, pour les autres réponses. Alors, par rapport au manuel, professeur Tourneux, je dois dire que c'est une question assez délicate parce que l'initiative, les Nations Unies et d'autres organisations se sont intéressés à cette réforme-là. Ça s'est fait, elle s'est faite dans un cadre de collaboration. Tout ce qui a été fait n'est pas une proposition ou une imposition des Nations Unies. On a quand même, à travers, comment je vais dire, les trois départements, rassemblé les leaders religieux, beaucoup de maîtres coraniques, hein, et c'est eux qui ont proposé tout ce que vous avez vu. Et c'est eux qui se sont mis en association. C'est eux qui ont désigné ce qui devrait, comment je vais dire, accompagner le processus. Je crois que tout ce que les Nations Unies et les autres organisations ont fait, c'est de mettre à leur disposition des moyens. Donc, moi, ayant été impliqué dans le processus, je crois que c'est peut-être à eux de dire que, bon, ce qu'ils ont fait, c'est leur affaire, c'est leur outil. Donc, je ne suis pas assez outillé pour dire que c'est dans un arabe peut-être qui n'est pas accessible, c'est dans un arabe peut-être, comment je vais dire, qui n'aurait pas pu peut-être être utilisé. Ça, je voudrais émettre un peu de réserve parce que nous avons aussi associé des collègues de l'université. Ils ont travaillé ensemble puisque les manuels sont passés par plusieurs étapes. Il y a eu les premiers schémas qui ont été proposés, les contenus. Après, il y a eu des ateliers pour discuter avec beaucoup de leaders religieux et autres. Donc, c'est à l'issue de tout cela qu'on a abouti à ce que vous avez vu. Donc, très honnêtement, moi,
peux pas me prononcer sur la qualité de l'arabe et peut-être son accessibilité aux uns et aux autres. Voilà ce que je voudrais peut-être apporter comme élément de réponse à votre préoccupation. Je sais qu'on en avait parlé. Je pourrais partager peut-être avec vous comment je vais dire toutes les étapes avec les rapports. Voilà ce qu'on a dit, voilà tel autre. C'est quand même les plus grands Modibé à travers les trois, comment je vais dire, à travers les trois départements qui ont fait ces propositions-là, dont les résultats sont ces manuels-là. Ce qui n'est pas le cas avec. C'est justement là le problème. C'est justement là le problème. C'est-à-dire, vous êtes référé qu'à des gens qui sont placés au niveau très haut, qui ne peuvent pas reconnaître que les autres ne sont pas au même niveau. Hein? Donc, il y a un décalage total entre ce que ces gens-là disent et ce qui est sur le terrain. Hein? C'est absolument clair et net. Mais professeur Tourneur, c'était quand même, je dis dans le casting, on avait des Modibé, on avait, comment je vais dire, c'était quand même assez mélangé entre les Maloum, entre les Modibé, des femmes, des hommes, de tous les trois départements. Bon, peut-être on ne va pas débattre par rapport à ça. Je crois que votre observation, elle est bonne. Peut-être il est important de l'inscrire dans la mouvance de la perfection. Parce que tout ce qui a été fait est encore perfectible. Et même dans les documents, je crois que c'est bien mentionné. L'essentiel dans l'esprit des Nations Unies et autres, c'était davantage de voir un peu par rapport aux critiques qui sont faites, comment est-ce qu'on pouvait donner une autre, comment est-ce qu'on pouvait arriver à introduire, par exemple, de nouveaux modules dans la pédagogie, quelque chose dans un contexte quand même où vous-même vous convenez avec moi que peut-être dans une discussion privée, ça serait mieux, peut-être, puisque là, on se trouve l'heure avance, il y a d'autres questions. Okay. Donc, en résumé, pour aller répondre aux autres aussi, ça serait mieux. OK. Et maintenant, la question, les premières questions, où il parle de l'école des chefs. Je crois qu'il faut faire la part des choses. Si je me contredis, le professeur Tourneur va me corriger. Je crois que l'école des chefs n'avait véritablement, c'était une école élitiste qui n'avait pas véritablement pour fond la religion. Ce n'était pas ça dans l'esprit de l'esprit des chefs. L'école des chefs, ce n'était pas une école coranique en fait. Je crois, professeur Tourneur, je crois que c'était ça. Tu as raison, c'était oui, absolument... Ce n'était pas une école, c'était une école d'une certaine élite, un peu comme on avait l'école des métis, l'école de... Voilà. C'était un peu ça. Donc, ce n'était pas une école coranique. Maintenant, vous parlez des écoles coraniques traditionnelles. Je crois que je me suis appesanti suffisamment sur ces écoles-là pour dire que justement, c'est à ces écoles coraniques traditionnelles qu'on a voulu travailler. Hein? C'est sur ces écoles-là justement pour que ces écoles-là changent dans la manière de dispenser le savoir pour introduire d'autres. Le fond ne change pas en fait. Ça, c'est très important. Hein? Ce qui se passe ne change pas. Mais on voudrait que dans la nouvelle dynamique, qu'on introduise un peu pour que celui qui n'a pour formation que l'école coranique soit assez sensibilisé sur les questions de citoyenneté. C'est lui qui n'a pour formation que l'école coranique, à l'issue puisse par exemple avoir les pièces, sache c'est quoi l'acte de naissance, c'est quoi une carte nationale
d'identité qui sont quand même des pièces essentielles pour être citoyen. Il faut quand même connaître l'importance de ces éléments-là. C'est tout ça qu'on a ajouté donc à côté de l'enseignement purement islamique. Maintenant, leur apprendre aussi maintenant des métiers pour qu'à l'issue, les gens, ceux-là ne soient pas frustrés, ceux-là ne soient pas déconnectés. Par exemple, qui peut sortir, par exemple, avec un teinturier, apprendre des bribes de maçonnerie, de la couture et autres, quoi. Donc, voilà un peu les changements qu'on a apportés. Parce que si on s'attaquait à l'enseignement même fondamental, je crois à ce moment-là, tout ce qu'on a proposé ne pouvait pas passer. Donc, le fond est resté, mais on a apporté. Et une autre précision, j'ai bien dit que les écoles coraniques fixes n'ont véritablement pas assez de problèmes, ne sont pas des écoles à risque. C'est surtout les écoles itinérantes. Et on a l'élément important, c'est justement d'attirer l'attention des autorités traditionnelles, des autorités administratives sur la nécessité d'avoir un droit de regard sur les écoles coraniques qui ne doivent plus être créées de manière spontanée ou bien de manière anarchique. Donc, dans chaque localité, on doit avoir un droit de regard pour savoir qui est autorisé à créer une école coranique, qui est habilité à dispenser le savoir, à être maître coranique. Donc voilà, j'ai parlé de il y a des registres qui ont été dorénavant mis à la disposition des autorités traditionnelles qui collaborent avec les autorités administratives pour qu'on n'assiste pas, par exemple, à ces maîtres coraniques qui viennent non pas enseigner la science islamique au sens peut-être pur, mais plutôt des idéologies. Par exemple, de Boko Haram, on sait par exemple comment Boko Haram, au tout début, il y avait comme ça des imams comme ça qui venaient enseigner des choses qui contribuaient à radicaliser. Mais merci. On prend la dernière question. Il nous reste 2 minutes là. Donc, dernière question, peut-être si on peut bien résumer ça. Et puis, voilà. Merci à M. Gaëtan. Ben voilà, moi, je suis du Nigeria. Oui. Alors, j'ai tout à fait un autre aperçu de Boko Haram qu'on m'a présenté. Alors, je suis content d'avoir entendu cette façon de présenter Boko Haram en relation avec un système de réforme de l'éducation dans le nord du Cameroun. C'est comme ça que ça m'apparaît. Pour moi, j'ai l'impression que dans l'exposé de M. Wassouni, Boko Haram devient un petit peu une occasion pour parler d'une réforme de l'éducation dans le nord Cameroun. Alors, j'aimerais savoir, j'aurais aimé voir la connexion plus directe avec le développement de Boko Haram comme tel, comme mouvement djihadiste, comme mouvement de réforme et voir comment ça s'implique dans les milieux non seulement du Cameroun, mais d'un peu partout. Comment est-ce que Boko Haram est arrivé à s'imposer comme ça? Au Nigeria, ça a été relié un petit peu au niveau de le désir des Kanouris de devenir plus important sur la scène politique du Nigeria. Alors, ils se sont servis. Boko Haram, ça a été d'abord un mouvement genre nationalisme, alors que chez vous, ça semble être relié à une réforme de l'éducation. Peut-être que je ne comprends pas très bien, là, mais pour moi, le côté Boko Haram ne me semble pas tellement important dans votre présentation. C'est plutôt Boko Haram, c'est une occasion pour parler de cette réforme. Peut-être que je me trompe, mais c'est comme ça que c'est l'impression que j'en reçois. Merci. OK, merci. Je crois que ce n'est pas une question en tant que telle. Ben oui, vous ne m'avez pas parlé de Boko Haram. Oui, justement, Monsieur Wassouni, Dr Wassouni, oui. Peut-être bien synthétiser dans 1 minute, puisque nous sommes 46 maintenant.
OK, je disais que je voudrais dire à M. Gaëtan que je crois qu'effectivement, ici, nous ne parlons pas de Boko Haram, nous parlons comment est-ce que la crise de Boko Haram a donné l'occasion d'apporter du nouveau dans les écoles coraniques. C'est de ça qu'il est question. Le travail n'est pas centré véritablement sur Boko Haram en tant que mouvement, en tant que avec ses assauts et autres. Donc, c'est de cela, en fait, comment est-ce que le contexte Boko Haram a permis donc d'apporter donc des réformes au niveau des écoles coraniques au Cameroun en collaboration donc avec les organisations internationales. Et les milieux de l'éducation au Cameroun. Parce que dans ça, il y a le ministère de l'Éducation qui a joué un rôle important. Okay. Ouais, alors, c'est pour ça, à ce moment-là, moi, ça devient très clair, ça devient très, très valable. Merci. Ben, vraiment, merci beaucoup, Dr. Ouassouni. On constate vraiment c'est un débat très passionnant, un débat qui stimule d'autres questionnements sur la problématique qui concerne vraiment la région africaine, mais aussi qui concerne le monde entier. Donc, je pense quand même que le débat va se suivre certainement. Surtout qu'à bientôt, on se retrouve sur la conférence de Yaoundé là, sur la question de sécurité. Donc, c'est un débat qui ne s'arrêtera pas. Et puis, d'ici là, on vous remercie de votre présence. Merci. OK, merci à tout le monde. Merci.